Salut les sorciers! Aujourd'hui, je suis avec Panta, Hello! Ipu, coucou, et Lex. Salut! Et dans cet épisode, nous allons répondre aux questions qui peuvent être sur la Gazette ou plus générales sur Harry Potter. Ce sont des questions que certains d'entre vous nous ont posées sur les réseaux sociaux. Et je propose de commencer directement avec une question de Alice qui nous demande comment est-ce que la Gazette du Sorcier est-elle née? Alors, comment la Gazette du Sorcier est née? Je pense que je vais prendre l'honneur de répondre en tant que rédacteur en chef et plus ancien membre de la Gazette présent ici. Je ne sais pas. Magie. En fait, la Gazette a un très vieux site. Elle a été créée en juillet 2000, donc il y a bientôt 18 ans maintenant. Et donc, personne n'était là pour le voir parce que c'était quand Internet existait à peine et qu'on était tous des très jeunes enfants qui n'avaient donc pas accès à l'Internet et on ne savait pas que c'était une chose qui existait. Il y a des gens qui ont vu le début de la Gazette. Elle a été créée par trois personnes, par Harir, JC et Saïd. Et puis après, ils ont été rejoints par Deagle, puis ils ont été rejoints par Pruno, puis ils ont été rejoints par Elena, Toufi, Cox. Ils ont été rejoints par toute une équipe de passionnés qui, au fur et à mesure des années, ont codé un site sur base de rien parce que, voilà, à l'époque, il n'y avait pas les outils clés en main pour créer un site internet. Ils ont développé leur propre ligne, ils ont créé un forum, ils ont écrit leurs news, etc. Et donc la Gazette, elle est née de tout ça, elle est née de ces fans qui ont décidé tout à coup qui étaient adolescents en plus, qui ont décidé de créer ce site pour rassembler leurs théories et leurs passions de Harry Potter. Mais comme j'étais pas là pour le voir et qu'aucun d'entre nous n'était là pour le voir, c'est difficile d'être plus précis. Je peux parler autant que je veux de comment la Gazette a repris vie lorsque j'ai été nommé rédacteur en chef, ou plutôt a changé de vie. Mais la création, ça restera un mythe, une légende perdue dans les limbes. Elle a toujours existé. Dans les limbes de Avant même que J.K. Rowling écrive Harry Potter. En fait, la Gazette a annoncé la publication de Harry Potter en disant « Il y a quelqu'un qui a écrit un truc avec notre nom dedans !» Mais il y a eu il s'est passé tellement de choses sur la Gazette, même dans les courtes années où j'étais présent. Mais avant ça, la Gazette a subi les aléas de l'Internet. Elle a disparu pendant plusieurs mois. Et le forum a été inaccessible pendant plusieurs mois et tout le monde pensait que c'était la fin. Et quand il est revenu, après 5 mois, il me semble, il y a eu un pic de connexion. Tout le monde est revenu immédiatement pour retrouver le site. C'était en 2005, le grand bug de 2005. Voilà. Et je sais qu'il y a des historiques de la Gazette quelque part, mais ils sont... ce sont des archives enfouies qu'il faut prendre le temps d'excaver. Alice nous demande aussi comment choisissez-vous les rédacteurs? Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que des rédacteurs à la Gazette, il y a des gens qui ont d'autres postes, mais on recrute en permanence. Donc, voilà, les gens peuvent postuler en disant voilà, moi je suis intéressé. J'aimerais participer à la Gazette, je sais faire ça, j'aimerais faire ça, etc. Et en général, on recrute donc sur base de la motivation, puisqu'on est tous bénévoles. Donc l'intérêt, c'est que chacun s'amuse et ait envie de participer. Voilà, si on sent que les gens ils n'ont pas spécialement envie ou qu'ils attendent à être payés en retour, c'est pas vraiment comme ça qu'on fonctionne. Dans un monde idéal, ça le serait. Et en général, après, on se base sur un article test qu'on demande aux gens d'écrire pour évaluer le niveau d'orthographe, de grammaire, etc. La bonne compréhension d'une actualité. Par exemple, s'ils sont basés sur une actualité écrite en anglais pour écrire quelque chose en français et que c'est complètement à côté de la plaque, on va se dire que c'est peut-être pas exactement ce qu'il nous faut.
Après, on a d'autres membres qui font des illustrations, des choses comme ça. Et donc là, on va plus se baser sur ce qu'on pense de leur... Sur ce que leurs graphismes peuvent apporter aussi, Voilà. sur leur motivation aussi, parce que voilà, s'ils ont envie de créer des choses dans cet univers et d'apporter quelque chose au site. Il y a aussi les créateurs de contenu, on essaie de développer des quiz, on essaie de développer des jeux. Donc si quelqu'un veut nous rejoindre et nous dit je vais proposer un quiz toutes les 2 semaines, c'est super, on a des outils pour ça et on attend juste que des gens motivés se lancent là-dedans et nous proposent un quiz toutes les 2 semaines et je parie que les lecteurs seraient ravis. C'est aussi vraiment en fonction des idées et de la motivation de chacun à proposer, voilà, pour relancer le podcast, pour le design, pour le site de manière générale, pour YouTube aussi. On a quelqu'un qui nous aide depuis quelques temps maintenant sur les vidéos YouTube, donc pour relancer la chaîne. Donc voilà, ça dépend beaucoup de ce que les gens ont envie de faire. Mais le principal critère, c'est la motivation. Il y a une question un peu en lien de Alexis qui nous demande si on doit passer un examen de potion. Allez-y, dites-nous ce que vous avez fait une potion. Alors, quand on est arrivé, ils ont pris tous les examens qu'on a dans le livre et ils nous les ont fait passer. Non, c'est pas vrai. Comme a dit Alix, moi, quand je suis arrivée, au départ, ma candidature, j'ai dit que je voulais bien faire soit des articles, soit d'autres choses, d'autres projets. Et du coup, j'avais, comme demandé, fait un article test. Mais après, on n'a pas passé d'examen compliqué. Mais j'ai un test cuisine, parce que je pense que le fait de savoir bien faire des gâteaux pour nos réunions, ça devrait être un critère. C'est vrai. Je suggère de l'ajouter au... Vous faites des bons cookies. Les points cookies pourraient presque compenser les mauvais points des fautes d'orthographe. Oula. Pas sûr. Facilement acheté. Hein. Ça dépend. Ah non, mais voilà, et on recrute aussi parfois, il y a quelques rédacteurs qu'on a recrutés lors d'événements, en fait, on a discuté avec eux lors d'un événement, ils nous ont dit mais tiens, mais vous faites des trucs cool, si on vous rejoignait. Oui, rejoignez-nous. Et du coup, c'est souvent plus facile parce que c'est des rédacteurs qu'on a déjà rencontrés. On travaille tous à distance, on est un peu éparpillés. Et avoir des gens qu'on rencontre et pouvoir nouer un contact comme ça, parfois ça facilite aussi les choses. Mais ça permet de se rendre compte de la motivation des gens. Et là, du coup, ils passent un examen de motivation en direct, s'ils participent à nos activités, s'ils participent à nos épreuves de potions sur place. Mais ça compte pas tout à fait. Voilà, donc si vous voulez être recruté au Geek Ferries, rendez-vous dans la grotte. Au mois de juin. Venez passer les examens de potions dans la grotte et faire tous les jeux cool qu'on va proposer. Et voilà, ça sera recrutement en direct. Mais moi j'ai été recrutée à la Likicon et c'était cool. Ça va comme souvenir. C'est un beau souvenir. Donc encore une question de Alexis qui nous demande: est-ce que vous êtes que des moldus dans la rédaction? Je trouve cette question un peu insultante de douter de nos... Je sais pas si tout le monde est accepte qu'on le dise. Apparemment, on n'est pas des moldus, on est des non magiques. Non, déjà. Nope. On a quand même un slogan un peu non officiel, mais qui est quand même un slogan que j'essaie d'imposer, qui est I'm not a Potterhead, I'm a wizard. Qui pour moi résume un peu la chose. Je pense que ça répond très bien à la question. Voilà. Et je porte un pull aussi régulièrement, enfin un t-shirt de la Harry Potter Alliance qui dit Books turn muggles into wizards. Les livres font des moldus, transforment les moldus en sorciers. Donc voilà, c'est tout. Ça répond. Hein. On était peut-être des moldus à la base, mais
Mais en fait, la Gazette, quand vous intégrez la Gazette, vous devenez des sorciers. Et en fait, c'est ça le vrai test, c'est de voir si votre transformation se fait de manière complète et optimale. S'il y a des petits bugs, bah, en général, la sélection naturelle fait que vous ne restez pas. Mais si il y a un vrai potentiel, ben, vous devenez des sorciers en rejoignant la Gazette. Et ça, c'est beau. Après ça, la boîte mail de recrutement va exploser. Venez, on a du boulot. Du boulot pour vous. Mais on est sélectif. On est sélectif. Il faut l'admettre. Ensuite, on a Anne qui nous demande est-ce que J.K. Rowling vous connaît? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que J.K. Rowling, elle avait pendant une période sur son ancien site des Fan Site Awards, donc où elle attribuait à des sites de fans une petite récompense symbolique dans son bureau pour les meilleurs sites de fans. Donc, elle en a fait pour 4 ou 5 sites. Il y avait très peu de sites qui ont eu cette récompense parce que de toute façon, je pense qu'elle passait pas non plus sa vie sur Internet à éplucher les sites. La Gazette, on n'a pas eu. Il y a eu quasiment que des sites anglophones en fait qui ont eu le prix. La seule exception étant Potterish, qui est un site brésilien. Donc sur base de ça, on peut pas vraiment dire qu'elles nous connaissent elles personnellement. Après, on sait que Warner Bros nous connaît très bien, que Gallimard nous connaît très bien, et que en tant qu'ayant droit, ils surveillent un peu sans doute ce qui se fait, et que s'il y a quelque chose qui se faisait qui plaisait pas trop à la marque, ça serait remonté ou on l'aurait entendu parler. Donc voilà, en tout cas peut-être pas elle personnellement, mais les ayants droit, oui. En tout cas, on l'a rencontrée aussi. Oui. Pour ma part, à 2 reprises, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle sait exactement qui on est et on s'appelle pas par nos prénoms. Si, on l'appelle Joe, mais parce que c'est ce qu'elle voulait à la base. Oui. On ne lui envoie pas nos photos de vacances. Et puis après, voilà, comme il y a eu plusieurs rédacteurs qui l'ont rencontré, mais forcément, elle savait pas forcément que chacun était lié au même site, donc je pense que ça aide pas non. Toujours une question de Anne qui nous demande si on est tous des futurs journalistes ou s'il y en a parmi nous qui font des études ou qui ont des boulots qui n'ont rien à voir. Moi, dans ma formation, j'ai eu un petit peu de journalisme parce que c'est une formation qui peut mener à différents cursus. Et il y a un cursus journaliste, mais c'est pas le cursus que je fais. Donc je peux dire que j'ai des petites bases de journalisme quand même. Après, je sais que Oki, elle est en train de faire du journalisme et qu'elle va continuer à faire du journalisme. Après, pour les autres, je ne sais pas s'il y a d'autres journalistes. Il n'y a pas de journaliste diplômé en fait. Enfin, je crois pas qu'il y en ait déjà eu. Enfin, je ne saurais pas trop parler pour vraiment l'ancienne rédaction. Mais en tout cas, dans la rédaction actuelle, la rédaction depuis 2011, il n'y a jamais eu de journaliste professionnel. Moi, je sais que c'est des études que j'avais envisagées, le journalisme, mais finalement, j'ai changé de voie. Et actuellement, on est quand même beaucoup à être déjà diplômé et à ne plus être étudiant dans la rédaction. Et on est quand même dans des voies assez plus ou moins éloignées du journalisme. Ça reste dans le littéraire. On a quand même quelques scientifiques dans le lot, mais oui, ça reste quand même plutôt dans des études artistiques, littéraires. Mais journalisme spécifiquement, non. Moi, personnellement, je suis dans un métier qui est un peu en lien, c'est-à-dire que je suis attaché de presse. Donc qui est la personne qui va contacter les journalistes pour leur vendre des articles, on va dire, leur vendre des sujets. Donc c'est un peu lié, et c'est lié au fait que le journalisme était un domaine qui m'avait intéressé à la base, mais j'ai décidé que je serais de l'autre côté des mails et des communiqués. Ouais, on a pas mal de personnes qui ont été des enseignants, des professeurs, etc. Mais du coup, voilà, on n'est pas des journalistes, et du coup, quand on nous parle de notre éthique journalistique, ou du fait qu'on doit être neutre parce qu'on est des journalistes, on répond que non, on n'est pas des journalistes, on est des fans. De toute façon, un journaliste neutre n'existe pas, donc... Non, et c'est justement, on lisait d'ailleurs un article récemment qui était très intéressant, qui disait qu'en fait la fausse neutralité était beaucoup plus dangereuse, justement, et qu'il vaut mieux juste revendiquer le fait d'avoir une opinion un petit peu
qui sort un petit peu de ce qu'on voit, mais qui est assumé, qu'une opinion qui est présentée comme neutre, mais qui ne l'est pas réellement. Donc voilà. Je pense que de toute façon, tous les sites de fans, enfin, même s'il y a certains sites de fans qui sont payés, il y en a très peu qui sont des journalistes professionnels réellement. C'est souvent des gens qui ont quand même un boulot à côté, plus ou moins lié avec ce domaine-là. Mais voilà, justement, c'est pas la même façon de voir le travail, entre guillemets, de blogueur et la gestion de tout ça, je pense. Après, il faut savoir aussi que les journalistes, c'est une formation assez floue et qu'il y en a qui viennent de plein de domaines différents. Oui, bien sûr. C'est très large. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est des gens qui veulent nous rejoindre et qui se disent mais je suis pas journaliste, je peux pas. Surtout, vous dites pas ça parce que c'est vraiment pas un critère éliminatoire. Et du coup, pour les illustrateurs, moi je suis illustrateur professionnel. Slaïs, de mémoire, elle est dans le droit. Elle est toujours en train de faire ses études dans le droit. Mais pour les autres, je sais pas si... Ils sont a priori étudiants encore et pas... Pas en graphisme spécialement. Pas spécifiquement dans un domaine artistique de l'image. Mais bon, on a un graphiste professionnel, c'est déjà... Voilà. C'était déjà une grande victoire. Ouais. Vous avez même pas eu à aller le chercher. Et on a une codeuse professionnelle depuis très peu de temps aussi. Ce qui est aussi à peu près quasiment une première. Voilà, dans l'histoire de Gazette et qui, on espère, va permettre de enfin avoir une Gazette un peu plus moderne et un peu plus amie avec la technologie moldue. On a Rebecca qui nous demande combien de rédacteurs ont un hibou. Alors, dans quel sens? Un hibou. Alors, il faut savoir qu'un hibou n'est pas un animal domestique. Et donc, voilà, dans le sens, un animal qui serait censé être un animal de compagnie ou un hibou mail pour les contacter? Sachant que nous sommes sorciers, il serait logique que nous utilisions des hiboux. Mais comme on vit dans un monde moldu, ça serait pas top de faire. Ouais, puis ça laisse notre petit hibou aussi. Franchement, la technologie, ça a quand même certains avantages. On sait que Poudlard s'y est supposément mis. Ils étudient Internet maintenant. Mais selon Pottermore. Donc, nous, on est pro hibou mail. Après, on a parfois de l'eau qui boue. Comme ça, je l'ai faite. Désolé. You should be ashamed. On coupera au montage. Non. Non, tu peux laisser. J'assume. Mais oui, c'est bien la technologie parfois. C'est bien de pas te dire oh mon hibou est malade, je vais être coupé du monde pendant un mois. Mais du coup, si la question c'est est-ce que vous pouvez contacter les rédacteurs personnellement, pour l'instant, on n'a pas vraiment de système mis en place pour ça. Peut-être que ça pourra être fait à l'avenir. C'est quelque chose à réfléchir. Pour l'instant, il y a le hibou de la rédaction. Voilà. C'est le hibou commun à tous. Voilà, on a un gros hibou pour nous tous. Il est très fluffy, il est très gentil, on le nourrit avec des cacahuètes mais il sait bien nous reconnaître chacun notre tour et il nous amène bien notre courrier à celui qui doit. Et toujours Rebecca qui nous demande en lien comment on communique entre nous et est-ce qu'on a une rédaction à laquelle on peut nous rendre visite. J'ai dit tout à l'heure, on est dispersés partout, donc non, on n'a pas de rédaction à laquelle on peut nous rendre visite. On a le siège social de l'association, mais c'est pas vraiment quelque chose qui peut se visiter. Par contre, vous pouvez nous écrire si vous voulez. Mais on a là où on peut nous rendre visite, c'est toutes les conventions et c'est un peu chaque fois c'est un peu notre bureau à nous. C'est un peu là qu'on se retrouve aussi, qu'on
qu'on fait des projets, qu'on fait des plans sur la comète, On rigole beaucoup. On mange des cookies. Le stand de la Gazette des Geek Ferry, c'est un peu la maison pour tout le monde. Je pense qu'effectivement, le stand des Geek Ferries, c'est notre centre de rédaction. Voilà. L'espace de la Magic Zone. Ce qui veut dire que techniquement, le siège de la rédaction se situe dans un château. Voilà, comme ça, c'est Après, pour communiquer, il fut un temps on utilisait un forum, il fut un autre temps on utilisait un groupe Facebook, Oh. il fut un autre temps on utilisait un sous-forum dans un forum. Il fut un temps où ça se faisait directement sur l'interface du site aussi. Ouais. Mais on a un peu évolué, on a un système, on a plusieurs systèmes pour communiquer et pour attribuer les tâches à plein de gens. Et On a plein d'outils informatiques très pratiques. On a notre hibou. Voilà. et notre hibou Notre gros hibou. et le téléphone. On communique partout, on communique de toutes les manières possibles et imaginables, parce qu'on est des sorciers modernes, comme on disait. C'est ça. J'imagine un congrès de sorciers avec leurs grands chapeaux pointus, et leurs robes et leur iPhone. Genre Archie le sorcier qui voulait mettre que des robes à fleurs avec son iPhone. C'est très C'est pas l'utiliser. Maintenant, on a le podcast, carrément, qui nous demande « La Van Brand est-elle morte ?» Vous avez 4 heures. Alors, il est 21h11. Le long podcast. Je pense que pour savoir si la Van Brown est morte, il faut déterminer quelles sources d'informations qui parlent du destin de la Van Brown sont canon. Et alors là, Alors, qu'est-ce que l'univers? Reprenons à la base. Donc les atomes et les particules. Toi la partie. Voilà. Est-ce que la Van Braun est morte? La réponse est oui, non, peut-être. voilà. Ne se prononce pas et confus par la question. Non, mais c'est Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. c'est pas faux. Voilà. Techniquement, elle ne l'est pas, et elle l'est, et peut-être parce que dans le livre, rien ne le dit. Et Schrödinger. En fait, Ouais. le truc, c'est que dans le livre, on dit que la bande est allongée sur le sol et remue faiblement. Et c'est à peu près tous les indices qu'on a qui nous dit, laisse entendre qu'elle est blessée, qu'elle a potentiellement été mordue par Greyback, mais c'est pas vraiment une certitude, surtout qu'il n'était pas vraiment transformé non plus, donc ça fait un peu comme Bill, c'est un peu un cas particulier. Après, moi j'aurais tendance à dire que d'après le tome 7, elle n'est pas morte dans la mesure où il y a quand même eu une énumération à plusieurs reprises des personnes qui étaient décédées. On parle de Colin Creevy, on parle de Fred, on parle de Lupin, on parle de Tonks. Voilà, il y a cette scène dans la grande salle avec tous les corps des élèves morts au combat. Et je pense que la bande étant quand même, même si elle n'est pas vraiment amie proche de Harry, Ron, Hermione, c'est quand même une élève qui a été dans leur année, ils se connaissent depuis 7 ans, donc j'ai du mal à imaginer que Lavande soit morte et que Harry ne le mentionne pas alors qu'il mentionne la mort de Colin et de Nick Creevy aussi qui est décédé. Les deux sont décédés. Non, je pense pas. Peut-être juste Colin. J'ai un doute maintenant. Mais voilà, ça me paraîtrait un peu bizarre en fait que ce soit traité de manière aussi différente personnellement. Donc j'aurais tendance à dire qu'elle est blessée mais qu'elle s'en remet. Mais pour expliquer un peu d'où vient la question et d'où vient la difficulté, c'est que Pottermore, qui est censé être le site officiel de la saga et l'encyclopédie qui sait tout sur l'univers et qui a directement accès à J.K. Rowling, disait qu'au départ, il ne savait pas si elle était morte ou en vie. Ce qui a fait. Ils ont commencé par dire qu'elle était morte. Ils ont commencé par dire qu'elle était morte, oui, c'est possible. Ouais.
a priori, les créateurs, l'équipe du film a dit qu'elle était morte dans le film, qu'on la voyait morte, parce qu'elle ne bouge même pas faiblement dans le film. Et du coup, Pottermore disait ben, elle est morte. Puis ils ont changé, ils ont dit qu'elle était ni morte ni vivante, qu'ils ne savaient pas. C'était Death Status Unknown, inconnu. Puis ils ont supprimé ça quand les gens ont fait remarquer que Pottermore, vous savez que vous êtes censé savoir tout ce qui. On croyait que c'était J.K. Rowling qui écrivait les articles, vous foutez pas un peu de notre gueule. Et puis, donc comme ils ont supprimé ça, mais apparemment récemment, ils ont écrit un article encore qui disait les choses que J.K. Rowling n'a jamais révélées. Et il y a une des phrases qui est est-ce que la Von Braun est morte franchement, J.K. Rowling, tu aurais pu nous dire elle méritait mieux que ça. Donc, Pottermore ne sait pas, J.K. Rowling n'a jamais répondu à la question. Et selon notre point de vue, qui sera expliqué en très long et très large dans un article sous peu, sur le canon et la mort de l'auteur, peu importe, parce que voilà, ce n'est pas dans le livre, et donc, tant que c'est pas dans le livre, le canon, c'est juste qu'elle est peut-être morte, elle est peut-être vivante, elle est peut-être un zombie loup-garouifié. On ne le saura jamais et toutes les interprétations sont possibles. Transformée en elfe de maison. C'est comme ça qu'il l'écrit. Elle est réincarnée. Elle est réincarnée en cerveau dans le département des mystères. Ils extraient son cerveau, son corps n'est plus fonctionnel et elle est juste là, elle sert de souvenir. Voilà. Okay. C'est une interprétation valide. Allez. Voilà, le podcast, vous savez, la Von Braun est un cerveau dans le département des mystères. Ou un elfe de maison. Maintenant, en retour, une colle sur... Comment Hagrid peut être un demi-géant? Voilà, le podcast. Vous avez 4 heures. Voilà. Pour expliquer comment Hagrid peut être un demi-géant. Voilà. Démerdez-vous avec ça. On vous renvoie le truc. On a une question de Elodie qui nous demande s'il existe des femmes gobelins, des femmes trolls. Si oui, qu'est-ce qu'elles font et comment ça se passe la reproduction chez eux? Du coup, on a commencé à y réfléchir en off au début. Personnellement, je ne sais pas pourquoi il n'y aurait pas de femmes trolls ou gobelins. Pour les trolls, je pense qu'en fait, techniquement, les trolls qu'on a rencontrés dans la saga, ça pourrait très bien être des femelles. On n'a vraiment aucun indice là-dessus. A priori, les trolls, c'est quand même des animaux, enfin, c'est des créatures fantastiques plutôt sauvages, qui sont pas, contrairement aux gobelins, aux elfes, etc., où ils ont vraiment une place dans la société magique assez définie. Les trolls, ils vivent leur vie dans les montagnes et le plus loin possible des sorciers. Voilà. Pour leur bien-être, enfin surtout pour celui des sorciers. Du coup, j'aurais tendance à dire que oui, il y en a. Peut-être que si ça se trouve, le troll qui a été assommé dans les toilettes des filles, c'était une femelle. Peut-être que le troll qui était dans l'épreuve de la pierre amené par Quirrell, c'était une femelle. On n'en sait rien et voilà, il n'y a pas vraiment d'informations là-dessus. Pour les gobelins, pour moi c'est pareil. Les gobelins de Gringotts, enfin le nom de l'espèce, c'est gobelins. Il n'y a rien qui dit que tous les gobelins de Gringotts ce sont des mâles, a priori. On en rencontre 2 qui s'avèrent être visiblement des mâles, mais Gripsec et Bogrod. Mais rien ne dit que parmi tous les autres gobelins qu'on croise, il n'y en a aucun qui ne soit pas des femelles. Et les gobelins, vous êtes des gobelines. Du coup, pour rebondir sur ça, il y a une femelle gobelin dans Les Animaux Fantastiques qui chante. Ouais, c'est vrai. Et j'ai fait quelques recherches aussi, j'ai vu qu'il existait une fanfiction qui s'appelle Goblins, Elves and Harry Potter et qui parlerait, je l'ai pas encore lu, mais ça parlera apparemment un peu de ça, des femelles gobelins et de leur place dans la société magique. Donc ça peut être intéressant. Et pour les trolls aussi, j'ai cherché un peu, il n'y a pas grand chose, à part que dans la mythologie globale, ils n'ont pas vraiment d'origine, donc on peut vraiment spéculer librement sur est-ce qu'ils sont mâles, est-ce qu'ils sont femelles, parce qu'on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, donc on ne sait pas vraiment au niveau reproduction, tout ça.
Donc, Et pour moi, les trolls, c'est un peu comme les centaures, par exemple. Enfin, voilà, ils vivent leur vie. Enfin, voilà, ils ont pas. C'est pas comme les elfes de maison ou les elfes de maison. Enfin, le truc, c'est qu'on sait pas dans quelle mesure il pourrait exister des elfes à l'état sauvage, mais tous les elfes qu'on rencontre, c'est vraiment appelé elfes de maison et ils vivent dans un système où ils sont les petits esclaves des sorciers, hein, parce que concrètement, c'est ça quand même. complètement. Donc, du coup, ils ont pas, voilà, leur reproduction est contrôlée. Même si c'est pas très bien expliqué dans les Harry Potter, mais on suspecte qu'il y a, voilà, des agences de placement d'elfes de maison, etc. On avait beaucoup spéculé là-dessus dans un autre podcast, donc on va pas refaire toutes les théories là-dessus. Mais voilà, je pense que du coup, c'est un peu différent pour les gobelins et les trolls, où voilà, où il y a pas cette structure hyper définie, même si les gobelins ils travaillent à Gringotts, tous les gobelins ne travaillent pas à Gringotts et tous ne sont pas soumis aux sorciers de la même façon. Je noterais quand même que des trolls, il y a des trolls qui travaillent à Gringotts aussi. Il y a les trolls de sécurité de Gringotts qui sont. Non, il y a des trolls à Poudlard pendant un moment Il y a des trolls de sécurité et apparemment ça serait les plus intelligents qu'ils aient trouvé. Donc ça en dit très très long sur les trolls. Il y a une scène absolument magique dans Le Prisonnier d'Azkaban où en fait après que Sirius Black s'est échappé, même s'est infiltré à Poudlard, du coup il y a la sécurité qui est renforcée dans le château et il y a le portrait de la grosse dame qui est après avoir été remplacé temporairement par le chevalier du Catogan, qui est remis à sa place à l'entrée de la tour Gryffondor et qui est gardé par une armée de trolls. Et à chaque fois que Harry revient dans la salle commune, ils sont tout le temps en train de comparer la taille de leur massue. Et c'est une scène qui a été dessinée par Jim Kay dans l'édition illustrée, qui est absolument géniale. Et voilà, c'est de petits détails comme ça qu'on oublie très vite quand on ne relit pas les bouquins pendant longtemps. Et voilà, donc il y en a même à Poudlard et ils comparent la taille de leur massue, donc j'ai envie de dire que ce sont deux mâles, mais pour les autres, pour les autres, on ne sait pas. Pour les autres, on rejoint la question précédente et le canon est donc une vraie question. Ensuite, on a une question de Adrien. Pourquoi Severus ne s'est pas défendu quand Voldemort a prononcé la formule? Pour garder le secret? Il était peut-être temps qu'il montre son vrai côté. Il y avait Aïda qui avait mis un commentaire en dessous en précisant « En l'occurrence, je pense plus que c'est parce qu'il était arrivé au bout de sa mission et qu'il était lui-même épuisé, moralement préparé à cette fin. » Mais c'est une bonne question. Alors moi personnellement, dans mon souvenir, Voldemort le tue pas vraiment avec une formule. Il donne l'ordre, il déplace la bulle qui entoure, qui protège Nagini, et il englobe la tête de Voldemort, la tête de Rogue dans cette bulle, et Nagini lui bouffe le crâne. Donc. Ouais, je me souviens qu'il dit très clairement un fourche-langue tue à Nagini, et je pense que Rogue est déjà assez affaibli. Je crois qu'il l'a. Je me demande s'il l'a pas pétrifié avant, un truc comme ça. Je vais vérifier. Il y a une vérification en direct. Mais donc pour moi, dans mon souvenir, c'était même pas une formule que Rogue utilisait pour tuer. En fait, quand Voldemort il comprend que du coup c'est Rogue, enfin quand il se met à supposer que c'est Rogue le véritable maître de la baguette de Suro, et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à l'utiliser, il s'est dit voilà que il a un geste en fait assez brusque qui immobilise Rogue et qui lui fout la cage la cage du serpent autour de la tête de Rogue. Et en fait, je pense que c'est tellement rapide, à mon avis, que même Rogue, qui est un très bon sorcier, un très bon Occlumens, Legilimens, je suis pas sûre. Enfin, Voldemort est très doué aussi, et du coup, je suis pas sûre que Rogue ait eu le réflexe nécessaire pour se défendre. Surtout qu'en plus, à mon avis, c'était pas vraiment un sort. Le truc, c'est que comme il balance cette espèce de bulle dans laquelle flotte Nagini,
c'est pas vraiment un sort qui est dirigé vers Rogue, et du coup c'est beaucoup plus difficile, je pense, de jeter par exemple un charme du bouclier ou quelque chose comme ça, parce que c'est pas du tout le même type d'action. Et à mon avis, du coup, une fois que Rogue il se retrouve avec voilà, cette espèce de bulle et Nagini autour de la tête, il peut pas faire grand-chose. Il peut pas faire grand-chose. Rogue ne peut pas contrôler Nagini, qui peut être contrôlé que par le fourche-langue. Donc, à mon avis, peut-être que Rogue pensait être au bout de sa mission, effectivement, puisque... Mais bon, il avait quand même... Le truc, c'est que je suis pas sûre qu'il savait vraiment que Harry était juste à côté de lui dans la cabane hurlante, et il avait quand même promis à Dumbledore qu'il irait jusqu'au bout de sa mission, d'informer Harry de ce qu'il devait sur le fait qu'il était un Horcrux, etc. Donc, à mon avis, je suis pas sûre qu'à ce moment-là, il soit au courant de ça et qu'il ait le sentiment d'avoir accompli sa mission. Donc, je pense que s'il avait eu la possibilité de se défendre ou quoi, il l'aurait fait. Mais honnêtement, je pense que il a juste été pris au dépourvu par cette façon d'attaquer qui est quand même extrêmement malsaine et extrêmement vicieuse, je trouve. Et graphique. Ouais. C'est Voldemort en même temps. Voilà. Ouais, mais il tue beaucoup de gens d'un simple Avada Kedavra, et là, c'est pas ça, quoi. On aura quand même noté, plusieurs personnes auront noté que c'est une manière très bête de tuer Rogue, parce que comme il tue Rogue dans l'idée de devenir maître de la baguette de Suro, et donc il doit vaincre Rogue lui-même pour que ça fonctionne. Mais le truc, c'est qu'il peut pas le vaincre avec sa baguette, puisque justement, si Rogue est le maître de la baguette de Suro, la baguette n'aurait jamais attaqué son maître. Ça, il en sait rien. Et je suis pas certaine qu'il le sache pas. Et pour moi, il y a rien qui soutient cette idée-là. Bah si, à la toute fin, Harry Voldemort. Ben, pour moi, à la toute fin, c'est pas parce que la baguette ne veut pas attaquer Harry, c'est simplement parce que la baguette est plus faible dans les mains de Voldemort, et donc le sort de Harry l'emporte. Mais c'est pas une volonté de la baguette de dire non, c'est mon maître, je vais pas l'attaquer. Elle lance quand même le sort. Oui, mais elle lance quand même le sortilège. Elle l'a quand même déjà affecté Harry avec un Avada Kedavra une première fois, avec des Andoloris une autre fois. Mais justement, quand Voldemort il lance les Andoloris dans la forme interdite, il sent pas la douleur. Ouais, mais elle est moins faible, parce que le sort est plus faible. Mais pour moi, non, c'est justement parce qu'elle peut pas attaquer le maître de la baguette. Elle l'attaque quand même, enfin le Avada Kedavra, il le tuerait quand même si Harry n'était pas retenu sur Terre par le Horcrux. Mais justement, pour moi elle ne tue... Justement, pour moi, elle ne tue pas Harry, elle tue l'Horcrux. C'est justement toute la différence. Non, parce que Harry aurait eu la possibilité de continuer, et le Dumbledore le dit lui-même. Mais oui, bien sûr. Donc Harry aurait la possibilité de mourir et d'être tué par la baguette. Mais c'est bien le fait, il a la possibilité, mais la baguette ne le tue pas, enfin, la baguette lui laisse le choix, mais... C'est pas vraiment la baguette qui lui laisse le choix. Alors, toujours est-il que voilà, c'est quand même une méthode un peu idiote, parce que du coup, c'est quand même pas lui qui tue Rogue non plus, c'est Nagini. Après, on peut dire que Nagini est un Horcrux et que donc elle contient une partie de l'âme de Voldemort et que donc c'est une partie de Voldemort qui tue. Et qu'elle le tue sous son ordre aussi, donc il y a quand même un certain... Mais à ce moment-là, on rentre dans le fait que Harry est un Horcrux de Voldemort et que donc Voldemort est partiellement maître de la baguette de Suro également via Harry qui en a une partie de son âme. Et voilà. Et donc j'ai réduit à néant toute l'explication de J.K. Rowling. Trop de théories. En théorie, Voldemort est partiellement maître de la baguette de Suro. Bref. Mais je pense que ce qu'on a dit au début explique tout à fait pourquoi Rogue ne se défend pas. C'est parce que c'est pas un sortilège et ça ne le vise pas lui directement. Et c'est une attaque complètement surprise. C'est quand même dangereux comme question. Enfin, on se retrouve à remettre tout en question. C'est assez facile de tout remettre en question. Trop facile. Bon, bah voilà, on a fait le tour de toutes les questions qui ont été posées. Ça faisait un petit tour, c'était sympa. Ouais. Voilà. Ouais. Ben, merci pour vos questions et bonne soirée. Merci, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail, sur les réseaux sociaux, et on se fera un plaisir de répondre et à postuler si ça vous a donné envie de venir manger des cookies avec nous. Oui.
Venez. Ou d'inventer des réponses complètement absurdes. Ouais. On va avoir un département spéculation. On n'a pas déjà un peu ça? D'ailleurs, merci au lecteur qui nous a envoyé une très très longue réponse par mail à notre dernier épisode sur les crimes de Grindelwald. On n'a pas encore eu le temps de répondre parce qu'on voulait prendre le temps de bien tout lire et tout réfléchir, mais merci du coup de tout ce que tu as soulevé comme point intéressant. Cet épisode de Salut les sorciers est maintenant terminé et on vous remercie encore pour toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les poser par mail ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Salut les sorciers sur SoundCloud et iTunes. Sachez également qu'en échange d'une contrepartie Tipeee, vous pourrez nous rejoindre lors de nos enregistrements de podcast. Salut!